Le bac, c'est pour le 19 juin prochain. Comment réussir l'épreuve de philosophie à cet examen crucial, le premier diplôme universitaire d'ailleurs? On en parle sur la causerie de ce matin avec un plateau des enseignants de philosophie, des gens qui s'y connaissent très bien. Docteur Thomas Edea, bonjour. Bonjour Gilles Chris. Docteur en philosophie, merci d'être présent sur ce plateau. Merci. En face de vous, Maxime Okundé, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur certifié de philosophie aussi. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci pour l'invitation. Je commence avec vous. Comment se présente de façon globale une épreuve de philosophie? D'abord, avant qu'on aille dans les détails. Bon, merci beaucoup. Une épreuve de philosophie, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous avons un format que nous appliquons, qui en ce qui concerne les classes d'examen, le terminal notamment. Nous avons une épreuve composée de 3 sujets. Nous avons donc 2 sujets de dissertation et un sujet de commentaire de texte, proposé donc à l'appréciation au choix des élèves. Donc ils auront choisi entre ces 3 sujets-là, celui qui leur plaît et celui dans lequel ils ont beaucoup d'éléments à apporter comme réponse à la question qu'on leur a posée. D'accord. Alors, docteur, lorsqu'on est candidat et qu'on va à un examen comme le baccalauréat, quelle doit être l'attitude d'un candidat? Comment doit-on se comporter avant d'aborder cette épreuve de philosophie? Merci Gilles Chris. Le comportement est connu, c'est de niveau. L'élève face à une épreuve de philosophie ou même avant d'aller en salle de composition, nous savons bien que quand il s'agit de la philosophie, il y a 2 niveaux de préparation. Il y a ce que nous appelons la préparation liée aux acquis notionnels, dans ce que j'appelle la maîtrise des connaissances notionnelles. Et le deuxième niveau, c'est la maîtrise des techniques de rédaction. Et quand on est en philosophie, nous en avons 2. Soit c'est une dissertation philosophique ou bien c'est un commentaire de thèse philosophique. Et de toute évidence, ces 2 éléments, ces 2 niveaux de préparation vont de pair. Maîtrise des connaissances notionnelles et maîtrise des connaissances techniques ou maîtrise donc des techniques de rédaction. Il doit maîtriser la méthodologie d'abord. Ah, tout à fait, parce que ça ne varie même pas d'un sujet à un autre. Les techniques de rédaction, en tout cas ici au Bénin, nous les avons définies. Il y a un canevas à suivre. Donc, quand on prend la dissertation, nous en connaissons les différentes phases. Quand on prend le commentaire philosophique, nous en connaissons aussi les différents moments de travail. Et lorsque nous prenons chaque partie, introduction, corps de devoir, conclusion, nous en connaissons également les différentes étapes. Cela ne varie pas d'un sujet à un autre. Ce qui varie, c'est évidemment le sujet. Ce qui varie, c'est les thématiques ou les thèmes sur lesquels portent les sujets. Ce qui varie aussi, c'est le niveau de culture de chaque apprenant. Alors, je propose qu'on aille justement un peu dans le fond de cette épreuve-là, étape par étape aussi, lorsqu'on prend la dissertation philosophique. Alors, lorsqu'on prend cette épreuve-là, c'est peut-être un casse-tête pour certains candidats de pouvoir d'abord comprendre le sujet. On parle de philosophie, ce n'est pas n'importe quelle épreuve. Alors, comment est-ce qu'on aborde cette épreuve-là de dissertation philosophique? Oui, l'épreuve de dissertation philosophique, il faut d'abord savoir que la dissertation est un exercice qui consiste pour l'apprenant, à problématiser le sujet, à identifier le problème que pose un sujet et à résoudre ce problème-là en faisant une analyse à la fois explicative et une analyse critique. Ce qui fait alors que lorsque l'élève fait le choix, comme l'a tout à l'heure donc M. Okundé, lorsque le candidat fait le choix entre les 2 sujets de dissertation qui lui sont proposés, parce qu'il y en a 3, le 3e c'est un test, il aura d'abord à faire un travail au brouillon qui consistera, d'abord il faut savoir que c'est un travail à 3 moments ou à 3 niveaux. Le premier niveau pour lui consistera à problématiser le sujet. Et le deuxième niveau de travail consistera pour lui à proposer un plan. Et la 3e phase de son travail consiste à passer au développement, c'est-à-dire rédiger une introduction, un corps de devoir et une conclusion. Bien évidemment, il doit savoir que la problématisation ou la problématique qui est la première phase de son travail qu'il identifie est la pièce maîtresse de l'introduction et la fondation de son corps de devoir, c'est le plan qu'il élabore et la conclusion qui n'est que le bilan de tout ce qu'il a fait comme analyse. On aura certainement le temps d'aller dans un cas pratique de sujet. Alors, je me résume en disant, lorsque le candidat est devant l'épreuve et il lit les 2 sujets ou les 3 sujets et il fait le choix de celui de la dissertation, d'un sujet de dissertation sur les 2,
le premier travail qu'il a à faire, c'est de pouvoir problématiser son sujet. Donc, il comprend le sujet et il le problématise. Et ce niveau de travail consiste pour lui à identifier le thème du sujet, à définir le thème principal ou les thèmes principaux. Et il a dit tout à l'heure, il choisit le sujet sur la base non seulement de ce qu'il veut, mais aussi sur la base de ses connaissances. Parce que les 3 sujets abordent des thématiques. Ça peut être des thématiques différentes. Alors, le sujet 1, par exemple, peut parler de la conscience. Le sujet 2 peut être basé sur le développement. Le sujet 3, le test, peut parler de la science, par exemple. Et il identifie le thème du sujet. Il définit ce thème-là du sujet. Il reformule son sujet. Il identifie le problème que pose le sujet en sachant que le problème, c'est la difficulté théorique ou pratique qui n'a pas encore trouvé de solution. Donc, quand on lui donne un sujet, c'est pour qu'il puisse identifier le problème que pose le sujet et qu'il puisse nous apporter des éléments d'analyse ou des éléments de solution sur le problème qui est posé. Donc, après ce travail-là, il va au plan, il propose un plan qui consiste pour lui à trouver les idées, les exemples, les citations si possible pour défendre une thèse. Idée, exemple, citation si possible pour défendre ce que nous appelons une autre idée critique qui n'est rien d'autre que la limite de la thèse. Et quand il a fait ce travail, il peut aller directement à la 3e phase de son travail qui est le développement proprement dit. Avant d'entrer dans les détails de ce développement, Maxime Okoundé, ce travail préparatoire que le candidat fait, c'est-à-dire la problématisation du sujet, la rédaction ou l'élaboration du plan, est-ce qu'il y a une méthode peut-être plus facile pour les candidats de ne pas passer à côté, c'est-à-dire de bien aborder le sujet? Oui, lorsque nous sommes en phase d'un suivi de dissertation, que vous avez fait votre choix, soit vous avez en face un sujet question, formulé de manière très explicite, soit vous avez en face de vous un sujet citation, qui pose forcément un problème. Et c'est une interrogation qu'on vous a soumise. Donc, lorsque vous sollicitez le point d'interrogation, vous retrouvez une affirmation qui est la position du sujet. Et cette affirmation qui est la position du sujet constitue ce qu'on peut déjà appeler la tête du sujet. La tête du sujet. À partir de là, maintenant, en regardant les notions qui sont imbriquées donc, dans ce sujet-là, ou en identifiant la notion principale de laquelle la question est posée, vous pouvez donc imaginer, comprendre déjà à peu près le problème que l'on vous demande de régler. Et une fois que vous avez perçu ce problème-là, il faut maintenant le formuler. Il faut le formuler de manière très explicite, de manière à ce que vous montrez à la fois à l'examinateur ou au correcteur que vous avez bien compris le sens du sujet, que vous avez bien perçu le problème. Et ensuite, maintenant, des questions que ce problème-là implique, que vous les avez donc bien relevées. Et par rapport à cela, maintenant, cela peut vous amener donc à aller vers la mise en place de votre plan qui doit comprendre donc 2 grosses parties pour le code de devoir, la partie explication et la partie donc discussion ou partie critique. C'est ce que nous apprenons en classe à nos chers apprenants. Est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce que c'est si facile pour tout le monde? Mais ça ne peut être facile que si on va à l'exercice, ça ne peut être facile que si on va à la pratique. Ça ne peut pas être facile simplement en se demandant si c'est facile ou pas. Ce qui est certain, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un exercice intellectuel qui a ses règles, qui a donc sa démarche, il faut la maîtriser, comme il a dit. Et dès qu'ils maîtrisent cela, quel que soit le sujet qu'on leur pose, ils pourront donc relever donc le problème et problématiser. Problématiser, ce n'est pas juste dire le sujet a dit que. Problématiser, c'est pouvoir dire voilà le problème et voilà les questions que ça implique. Et ces questions-là que ça implique doivent refléter à la fois ce que vous allez faire dans la partie explication et ce que vous allez faire dans la partie discussion. D'accord. Lorsqu'on commence le développement, on est d'accord que dans une dissertation, il y a 3 grandes parties, l'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Quelle est la composition de l'introduction? L'introduction, comme il a dit, l'élément principal, nous avons la problématique. Donc, il faut d'abord mettre en place, identifier donc, et formuler donc, la problématique de manière très claire. Oui. Et ensuite, il faut annoncer votre plan. Cette annonce du plan-là, c'est ça qui reprend les différentes questions que le problème identifié pose. Lorsque ça dépend du sujet que vous avez en face de vous, et ce sujet-là, dans quelle mesure ce qui est soutenu peut être défendu, donc c'est la tête du sujet, la première du sujet que vous devez expliquer, et dans quelle mesure on ne peut pas défendre cela, ou les limites éventuelles de cette thèse-là, il faut pouvoir donc mettre cela en relief à travers les questions que vous posez.
De manière à ce que, en lisant votre introduction, qu'on sache exactement dans quel sens vous voulez aller. Hein, il ne faut pas qu'il y ait des questions donc, qui ne sont pas très claires, ambiguës, qui ne cadrent pas avec le problème qui est posé, ou bien que vous sortiez du cadre posé par le sujet pour commencer par dire d'autres choses qui ne concernent pas le sujet. Donc c'est toute cette attention-là que nous demandons donc à nos apprenants de faire en sorte donc de rester dans le cadre que le sujet donc a tracé. Et la problématisation leur permet justement de ne pas se perdre si ils font très bien cet exercice-là que nous leur demandons. Voilà, j'ai posé la question exprès parce que dans une dissertation philosophique, on ne suit pas forcément les mêmes étapes dans l'introduction que dans une dissertation française, par exemple. En français, ouais. Parce qu'en français, il y a l'idée générale, il y a le fait aussi de ramener le sujet, d'annoncer le plan. Mais en philosophie, c'est différent. Il faut le dire à tout le monde, docteur Dia. Tout à fait, oui, comme il a dit. Lorsque nous prenons l'introduction en français, en philosophie, c'est vrai qu'il y a quelques points communs. Nous partons aussi d'une idée générale. Je pourrais dire que l'introduction, on peut la résumer en 3 ou 4 étapes. Lesquelles, clairement? La première étape, c'est l'idée générale. Le candidat part d'une idée générale qui peut être un constat, qui peut être 2 théories contradictoires, ça peut être aussi une citation. Bien. Ensuite, il insère le sujet. Donc, ce que vous appelez tout à l'heure, ramener le sujet. Il insère le sujet, et il part d'une idée générale lui permettant de ramener le sujet, soit tel qu'il est donné, ou alors de manière reformulée. Ça, c'est la deuxième étape que j'appelle l'insertion du sujet. Et il a dit tout à l'heure, soit c'est un sujet question ou c'est un sujet citation. C'est-à-dire le point de différence par rapport à la philosophie et le français. En français, la citation ne sera jamais une question, c'est beaucoup plus des affirmations, alors que chez nous, c'est des sujets à la fois affirmatifs ou des sujets questions. Donc, c'est les 2 types de sujets qu'on donne de plus en plus. Bien, après la deuxième étape que j'appelle insertion du sujet, l'étape qui suit, c'est celle de la problématique ou de la problématisation. Le sujet, une fois ramené, donc posé, ce sujet pose quel problème? Le candidat doit, de manière très explicite, de façon très claire et précise, formuler le problème que le sujet pose. Parce qu'un sujet pose toujours un problème. Et c'est autour de ce problème-là que l'on demande à l'apprenant de réfléchir. On ne s'assoit pour réfléchir que lorsque des problèmes se posent. Donc, ça, c'est la troisième étape. La problématique, la position du problème. Et la quatrième étape, c'est l'annonce du plan. Maintenant, pour faire un peu la comparaison, ce qui fait la différence légère entre la philosophie et le français, c'est que nous aimons beaucoup plus que, dans l'introduction, je veux dire, nous aimons beaucoup plus que cette problématique ou cette annonce du plan soit beaucoup plus faite sous forme de questions. Voyez-vous, donc c'est ça, là, sous forme interrogative. Bon, il arrive qu'on trouve des apprenants qui, à l'examen, font cela sous forme affirmative. Donc, c'est des phrases affirmatives. Nous allons montrer dans un premier temps, nous allons montrer ensuite, nous allons montrer enfin, s'ils veulent. Donc, bon, elle est trop littéraire. Et nous, puisque c'est en nous inspirant de Karl Jaspers, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, que nous aimons beaucoup plus les questions. Donc, on attend que l'apprenant, une fois problème posé, c'est la troisième étape, qu'il formule ce problème-là en question, je veux dire, qu'il pose les questions que suscite le problème. C'est ça qu'on appelle la problématique, parce que la problématique, par définition simple, n'est rien d'autre que l'ensemble des questions que soulève un problème. Un problème soulève des questions, et c'est pour cela qu'on pourrait dire la problématique, mathématiquement parlant, problématique égale problème plus question. Et il a dit tout à l'heure, je voudrais insister là-dessus, on ne pose pas les questions à l'emporte-pièce, ce ne sont pas des questions qu'on pose au hasard. Il a dit de façon très claire, les questions qu'on pose, on les pose en tenant compte de l'orientation qu'on veut donner à son corps de devoir, donc à son analyse ou à sa réflexion. Donc, c'est 1, 2, 3 questions, si l'on veut. En tout cas, il n'y a pas un schéma de questions ici, mais si le candidat pose 2 questions, s'il en pose 3, il ne doit pas en poser à l'infini. Il faut que c'est à travers ces questions qu'on sente déjà que la réponse à l'une des questions doit être la thèse qu'il va argumenter dans la première partie de son corps de devoir. Qu'on sente que dans une autre question qu'il pose, c'est l'idée principale de la critique qu'il va défendre dans la deuxième partie de son corps de devoir.
parce que le corps de devoir est en deux parties, et c'est pour cela que nous les notons d'ailleurs, nous les notons en 6 points. Nous donnons 6 points à chaque partie, parce que le corps de devoir c'est 12 points, 6 pour la première partie et 6 points pour la deuxième partie. Donc, à travers les questions, on doit voir clairement ce que l'apprenant va démontrer dans chacune des deux parties. Voilà un peu les différentes étapes donc d'une introduction. Je dis ces 4 étapes: idée générale, insertion du sujet, position du problème ou formulation de la problématique et annonce du plan, en sachant que si la problématique est bien formulée, cela peut déjà inclure le plan sous forme interrogative. Alors, Maxime Okoundé, lorsqu'on finit de faire ça et qu'on entre dans le corps du devoir, est-ce qu'on est obligé, et là c'est une question peut-être que se posent parfois certains élèves qui sont dubitatifs, est-on obligé de faire la thèse et la critique, forcément, dans un corps de devoir de philosophie? En philosophie, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que, en fin de compte, ce qu'on attend de l'apprenant, c'est sa position à lui. Ce qu'on attend de lui, c'est sa capacité à réagir face à une interrogation, face à une position qui n'était pas la sienne, de l'apprécier, de dire voilà ce qui est vrai dedans et voilà ce qui n'est pas peut-être pas vrai, voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste. Et voilà ce que moi-même j'en pense, parce que voilà, en confrontant cette position-là à d'autres qui ont déjà pris d'autres positions similaires ou contre, il pourra dire, voilà, montrer qu'il a quelque chose à vendre au plan de la culture philosophique. Donc, il ne peut pas juste analyser sans prendre position. C'est la prise de position qui est la plus importante. Il faut qu'il puisse dire, voilà, prendre du recul et dire, voilà, à peu près les limites de cette thèse, de cette position-là défendue par le sujet. Mais parfois, on entend certains élèves dire, la première partie, c'est de dire oui, la deuxième, c'est de dire non. Est-ce que c'est vrai? De manière schématique et plus simple, on peut le dire. On peut le dire. La thèse est oui, et puis l'antithèse est non. De manière schématique, on peut le dire comme ça. Mais concrètement? Mais de manière concrète, ça dépend des sujets. Il y a des sujets où on peut inverser ça. Il y a des sujets qui vous imposent de commencer peut-être par ce qui pourrait être l'antithèse ou la partie critique, parce que justement, la démarche logique de ce sujet-là ne permet pas de dire oui et de dire non. Parce qu'il y a des questions qui paraissent si évidentes que si vous commencez par dire oui, bon, ça n'a pas d'attrait, que de commencer par montrer ce qui pourrait être donc la limite donc de cette position-là, et ensuite revenir sur ce qu'on devait comprendre par là. Donc, ça dépend du style également de rédaction de chacun. Mais dans l'un, dans l'autre, ce qui est important et ce qu'on leur enseigne en méthodologie, il faut expliquer et il faut discuter. De manière chronologique, c'est comme ça. Et dans expliquer, il faut définir les mots clés si c'est nécessaire pour montrer que vous avez bien compris, et ça vous permet de situer, de délimiter votre champ. Et ensuite, il faut analyser la thèse, apprécier la thèse pour dire ce que ça comporte, le sens qu'on doit donner à cette position-là, une transition après vers la discussion pour montrer clairement qu'il y a des limites à cette position-là et que vous avez bien perçu cela. Et là maintenant, idée, exemple, argument ou bien argument, exemple, citation, ça dépend de chacun et du sujet que vous avez posé. Lorsqu'on entre dans la conclusion, quelle est la composition de cette conclusion-là? Est-ce qu'il y a des étapes obligatoires à traverser dans cette conclusion? Bon, je dirais que pour la conclusion, il faut deux grandes étapes. Le bilan, de quoi a-t-on parlé? Le bilan, autour de quoi on a causé. Et ensuite, la position personnelle. Qu'est-ce qu'on retient en fin de compte? Parce que vous avez confronté deux positions, thèse et antithèse. Vous-même, vous vous situez où? Pour vous, c'est quoi la réponse définitive qu'on doit pouvoir retenir? C'est un peu comme vous conduisez vos émissions, à la fin de compte, celui qui a pris l'émission en vol, à la fin, doit pouvoir quand même avoir une idée de ce dont on a parlé. Donc, il faut pouvoir situer cela vers la fin. C'est vrai que d'autres ajoutent ouverture du sujet. Moi, je ne conseille pas cette affaire d'ouverture. Poser des questions à la fin. Ça peut finir par tout gâter. Non, il ne faut pas ouvrir une autre question parce que la question s'adresserait à ce moment-là à qui? C'est à qui? C'est à l'examinateur ou c'est à qui? Non, il ne faut pas se compliquer la vie. Qu'ils se contentent de ce qu'on leur demande de faire. À la fin, qu'ils nous disent, voilà ce dont on a parlé, voilà les positions qui étaient en place, voilà là où moi je me situe, voilà ce qu'on retient. Si il veut souligner une complémentarité des deux positions, c'est son droit le plus absolu. Comme il peut prendre position de manière tranchée, en disant, voilà, moi je me suis de tel côté, parce que c'est là où moi je pense qu'il y a la vérité. C'est sa position. L'essentiel est que tout cela soit présenté dans un français accessible, très simple, pas trop compliqué, et qu'il soit lisible. Et puis bon, le reste, l'examinateur va apprécier. Docteur Dia, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ajouter, je dirais non, insister, oui. Voyez-vous, j'insiste pour
montrer que ce que dit le doyen Okoundé, c'est extraordinaire et c'est beau pour les apprenants, voyez, de manière schématique. C'est cela, la démarche même. Et voyez-vous, quand on est en philosophie, nous les amenons à développer environ 3 grandes capacités. C'est-à-dire, l'apprenant doit être en mesure de conceptualiser, il doit être en mesure de problématiser, il doit être en mesure d'argumenter, il doit être aussi en mesure de prendre position. Et il a insisté fortement là-dessus au niveau de la conclusion. Si je remonte un peu au niveau du corps de devoir, comme il a dit, oui, quand vous prenez par exemple comme sujet banal, faut-il préférer la paix à la violence? Voilà. Il a dit, le schéma, oui, non, cela ne se prête pas à tous les sujets. Ça dépend de la formulation de l'énoncé du sujet. Faut-il préférer la paix à la violence? Ce sujet-là, de manière évidente, on pourrait dire oui. C'est pourquoi il a dit, bon, il y a des sujets qui acceptent ça, mais pas toujours. Mais la deuxième partie ne consistera pas à dire non schématiquement ou mécaniquement ou automatiquement. Vous voyez, nous sommes là sur un terrain réflexif, c'est la réflexion. Et en matière de réflexion, en matière d'analyse, rien n'est automatique. C'est d'abord une question de cohérence, d'analyse et de pertinence. Alors, faut-il préférer la paix à la violence? On attend, dans la première partie d'analyse, que le candidat puisse montrer, c'est une question de logique et d'évidence, qu'il puisse montrer que, de toute évidence, la paix est préférable à la violence. C'est humain. Et il doit chercher les idées, les exemples, les citations si possible, qui montrent et qui soutiennent bien que la paix est préférable à la violence. Bien entendu, après avoir défini les notions de paix et de violence. Et dans la deuxième partie de son devoir, qui est la critique, il ne s'agira pas de dire non, la paix n'est pas préférable à la violence. Vous voyez, c'est pourquoi je vous disais, en insistant sur ce que disait le doyen, que ce n'est pas une question de oui ou de non de manière automatique. Donc, le oui peut-être, c'est acceptable là, mais de l'autre côté, il ne s'agira pas de dire non. De l'autre côté, il faut plutôt aller un peu au-delà de ce que, c'est vrai, on a démontré que la paix est préférable à la violence, mais plus loin dans la réflexion, on pourrait aussi voir que dans certaines circonstances, la violence même s'impose pour le maintien même de la paix. Sérieusement? Oui, la violence s'impose pour le maintien de la paix. Et voyez-vous, l'humanité l'a bien compris, en légalisant même la violence au niveau des forces de l'ordre. Si les populations ou s'il y a un attroupement et que les forces de l'ordre viennent, ils négocient, ils demandent à ceux qui se regroupent, vous n'avez pas l'autorisation, déguerpisser, et les gens refusent. Que voulez-vous que les forces de l'ordre fassent? Elles se trouvent obligées de recourir à la violence pour instaurer l'ordre, pour instaurer la sécurité, pour instaurer la justice et, si vous voulez, la paix. De la même manière, lorsque les forces de l'ordre sont à la poursuite de, des badauds, des bandits, et on leur demande, arrêtez-vous, les gens ne s'arrêtent pas, ils ne s'exécutent pas. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Ils sont obligés d'user donc de leur arme, de recourir à la violence pour faire imposer l'ordre, pour faire respecter la loi. Donc, dans la deuxième partie, c'est ce qu'on pourrait attendre de l'apprenant, qu'il montre que dans certaines circonstances, la violence peut s'imposer, souvent pour le maintien même de la paix. Donc, voilà un peu comment il doit conduire sa réflexion. Et je voudrais finir en disant, comme l'a dit le doyen, chez nous en philosophie, la critique est nécessaire. Parce que c'est ça qui fait la marque même de la philosophie, définie comme la réflexion critique. Et c'est ça aussi la différence un peu entre la philosophie et le français, où la partie critique n'est autorisée qu'au regard de la consigne qui est donnée. Chez eux, c'est la consigne qui les guide. Chez nous, ce n'est pas une question de consigne, c'est une question de démarche, c'est une question de méthodologie, et nous l'enseignons ainsi, tout simplement pour amener nos apprenants à se rendre compte que la philosophie, c'est la réflexion critique. On ne s'enferme pas dans une thèse ou dans une seule position. Il faut pouvoir voir la deuxième position et, in fine, prendre position soi-même au niveau de la conclusion. Mais c'est d'autant plus intéressant ce qu'il a dit. Et je voudrais qu'on s'y attarde un peu avec d'autres cas pratiques, si vous le voulez bien, puisque tout au long de cette année-là, les apprenants ont écouté les théories, ils ont même certainement entendu des enseignants expliquer la démarche tout au long de cette année. Mais si on pourrait prendre d'autres cas pratiques pour leur prouver que face à tel type de sujet, voici le comportement à avoir, ce serait bien. Est-ce que vous avez d'autres exemples à leur donner? Oui, les exemples foisonnent, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Tout ce qui a été fait en classe avec eux, avec les collègues,
ils en savent, il y a beaucoup de manuels qui n'en parlent également. Non, je crois que si je prends un exemple très simple d'une citation très courte, on dit par exemple le vrai savant c'est le douteur. Le vrai savant c'est le douteur. Bon, c'est une citation et on vous demande d'apprécier ça. Le vrai savant c'est le douteur. Alors, dans cet énoncé-là, nous avons deux mots qui frappent tout de suite, le savant et douteur. Quel est le lien qu'on peut faire entre ces deux-là? Donc, à quel moment le doute est un élément important dans le travail du savant, est un élément important pour qu'il aille vers la vérité, pour qu'il aille vers donc, l'énoncé donc, de la preuve, qui est donc l'élément principal donc, des sciences. Dans ces conditions-là, il ne s'agit pas de dire oui, le vrai douteur, c'est le savant, et non, le vrai douteur, ce n'est pas le savant. Il n'y aura pas d'élément pour étayer ça. Il n'y aura pas d'élément pour étayer cela comme cela. C'est de montrer d'abord l'importance du doute, d'abord en philosophie, inauguré par Descartes, et montrer que ce doute méthodique-là, lorsqu'il est méthodique, et non un doute conduit n'importe comment, un doute méthodique, ça nous permet donc d'aller vers un point très précis, vers la vérité. Et que dans le travail du scientifique, la rigueur de sa démarche lui impose de prendre du recul par rapport à tout ce qui est énoncé, par rapport à tout ce qui est formulé, par rapport à tout ce qui est dit, de manière à ce que ce qui paraît évident pour tout le monde ne doit pas paraître évident pour le savant. Lui, en prenant du recul, il se pose d'autres questions, il va à la recherche donc d'autres éléments pouvant contredire ou infirmer ce qui est dit et que tout le monde partage de manière implicite, de manière donc évidente. Et en fin de compte, se dit, mais c'est vrai que, est-ce que le doute, douter pour douter, dans la partie douter pour douter, est-ce que forcément ça nous amène vers le travail du savant, vers le résultat qu'on attend du savant? Non. Il faut qu'il y ait donc ce doute-là soit canalisé. C'est pour ça que Descartes parle de doute méthodique, un doute qui permet de savoir à peu près comment je canalise ma réflexion pour prendre position. Et lorsqu'on demande de prendre position sur un sujet ou bien sur une thèse donnée, ce n'est pas d'apprécier ou, bon, quand c'est sujet citation par exemple, où c'est attribué à un auteur, d'apprécier l'auteur, d'apprécier la personne de l'auteur. Ça, ce n'est pas ça qu'il s'agit ici. Il défend une idée, il défend une position, en quoi il partage, en quoi il ne partage pas cette idée-là, en quoi cette idée-là a des limites, a des faiblesses qu'il doit mettre en relief. Lorsqu'il le fait très bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas lui donner donc les notes qui sont prévues. Parce que la philosophie, c'est noté de 0 à 20. Ce n'est pas de 0 à 12 ou à 13 comme les gens coutument de le dire. Donc c'est 20 et ce barème est bien structuré. L'essentiel est qu'ils aillent chercher ces points-là, qu'ils ne les refusent pas de les prendre. Parce que lorsqu'ils ne prennent pas les points, c'est qu'ils refusent de les prendre. Parce que les points sont proposés, il faut les prendre à travers ce qu'on lui a appris. Avoir 20 en philosophie, ça relèverait d'une prouesse extraordinaire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Je crois que dans l'histoire, c'est de manière, je n'ai pas d'exemple précis, mais 18, 19, 17, oui, nous en donnons. Nous en donnons. À l'occasion, ça arrive. Et quand ça arrive, c'est que c'est une belle copie qui est lue pour tout le monde et tout le monde l'apprécie à ce niveau-là. Donc, quand il s'agit d'une citation ou d'un sujet question, d'une manière ou d'une autre, il faut identifier le problème que ça pose. Quand vous identifiez le problème, votre démarche maintenant, votre plan pourrait être construit maintenant autour de ce problème-là. Montrer en quoi la thèse peut être reçue et en quoi la thèse ne peut pas être reçue. Et dans votre antithèse, il ne s'agit pas de dire systématiquement non. Et c'est ça que nous le disons. Ce n'est pas systématiquement non. Ce n'est pas un non mécanique. Non, ce n'est pas un non mécanique. Parce qu'il y a des sujets si évidents qui vous amènent justement à accepter la position qui est posée. Et à montrer que oui, mais qu'on peut aller au-delà. Par exemple, l'autre sujet, ici, qui parlait de violence tout à l'heure, c'est de montrer que oui, l'opposition systématique entre violence et paix est juste dans la thèse, mais ce n'est pas juste dans l'antithèse. Parce qu'il y a des violences légitimes, il y a des violences légales, il y a des violences compréhensives. D'autres parlons même qu'il y a même des scènes colères. Des scènes colères comme élément de violence. Donc, c'est pour aller au-delà de ça, pour montrer qu'à des moments donnés, le recours à la violence peut être donc un élément important pour rétablir la même paix que nous recherchons. Mais cela dit, il ne faut pas en abuser des deux côtés, ni de ceux qui manifestent, encore moins du côté de ceux qui ont à charge de défendre la loi. Chacun doit mettre de la mesure, de faire en sorte que la raison puisse triompher au-delà de tout ce que la passion peut amener chacun à faire. Donc, je crois que dans l'un ou dans l'autre, quand on prend les différents sujets, c'est la formulation qui indique la position ou l'orientation qu'il faut donner donc à la raison du problème. Donc, ce n'est pas systématique, il faut dire oui et non, ainsi de suite. Sinon, quand c'est oui et non, en principe, il doit y avoir un troisième niveau, le dépassement
le dépassement, qu'on appelle la synthèse, bon, on ne leur impose pas de manière obligatoire cela, parce que cela peut transparaître dans la conclusion. Dans la conclusion, on peut montrer ce dépassement-là pour montrer que, oui, on a montré deux positions, mais on peut aller au-delà. Et c'est là où sa prise de position est très attendue. D'accord. Alors, docteur Thomas Edea, lorsqu'on prend le commentaire de texte philosophique, là aussi c'est très sérieux, c'est un exercice très redouté par même des candidats qui préfèrent ne même pas y aller. Mais est-ce que c'est si difficile que ça? Très bien, merci Gilles Christ. Je crois que c'est d'abord ce nettoyage psychologique ou mental qu'il faille faire. C'est-à-dire que d'abord comprendre aux apprenants que les deux techniques sont valables. Et tout apprenant qui se prépare pour le bac a l'obligation, il a le devoir de maîtriser les deux techniques. Il n'y a pas à se singulariser, à s'enfermer, soit dans la dissertation, soit dans le commentaire. Et c'est souvent ce qu'on entend dire des candidats. Et là, il court des risques. Parce que les deux sujets de dissertation peuvent aborder des notions, ou quand on est en série CDE, ils en ont un seul, peuvent aborder des notions sur lesquelles l'apprenant n'a pas d'éléments précis, n'a pas d'éléments scientifiques réels. Et c'est dans cela qu'on pense que la philosophie, elle est redoutable. En fait, il a dit, c'est un essai de réflexion extraordinaire. Et on n'échappe pas à la philosophie. On n'échappe pas à la philosophie. Donc maintenant, la philosophie, ce n'est pas une réflexion de rue. C'est une réflexion sérieuse sur des problèmes sérieux qui concernent l'homme dans son entièreté. Voyez-vous, il vient de dire, on vient de l'aborder, la notion de violence et de paix, c'est réel. C'est des vécus quotidiens des hommes. Il a parlé du savant, c'est réel. Le doute, c'est réel. Même quand on n'est pas sur le terrain scientifique, même dans la vie, quand quelqu'un me parle, c'est mon droit de douter. Et c'est une démarche scientifique. C'est une démarche rationnelle imposée ou proposée par Descartes. Elle est méthodique. Donc, il faut comprendre que la philosophie, ce n'est pas une matière qui est rébarbative ou une matière qui fait peur, non. Et donc, les deux techniques, le candidat a le devoir de les maîtriser. Et quand il s'agit du commentaire, il faut également enlever dans la tête des candidats qui pensent que, moi je préfère le commentaire parce que là j'ai déjà les idées, je peux m'en sortir. Non, ce n'est pas évident. Là aussi, c'est une démarche bien connue que nous enseignons. Il y a un canevas à suivre. Et là, le travail du candidat, on pourrait le structurer en deux moments. Le premier moment du travail du candidat, que j'appelle la première phase, consistera pour lui à comprendre son texte et à faire ce que nous appelons, de façon commune, grille de lecture et de critique. Donc, il doit faire un travail au brouillon qui consistera pour lui à identifier le thème du sujet du test, à identifier le problème. Ça revient encore à la notion de problème, parce que en philosophie, je l'ai dit tantôt, il ne se pose que des problèmes. Là aussi, un problème qui se pose. C'est par rapport à un problème que l'auteur a pris sa plume pour écrire. En philosophie, on n'écrit pas pour le plaisir d'écrire. On n'écrit pas au hasard. L'auteur, il y a un problème qui se pose et l'auteur écrit pour répondre à un problème, pour donner lui sa position. Le problème peut être celui de savoir qu'est-ce que l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Le problème, ça peut être la conscience. Est-ce que cela définit l'homme? Est-ce qu'on peut définir l'homme rien que par sa conscience? Et lui, il prend sa plume et il écrit dans son thèse. Et il affiche clairement sa position. Donc, après le problème, ce qui suit, c'est la thèse. À la question, par exemple, dans un test, peut-on définir l'homme par la conscience? L'auteur peut répondre que pour moi, Rousseau, pour moi, Jean-Paul Sartre, pour moi, Descartes, l'homme ne se définit que par sa conscience. Donc, c'est sa thèse, ça, lui. Et il va le dire de manière claire ou de manière explicite dans le texte, implicite, dans le texte. Implicite, voilà. Voyez-vous, c'est les deux possibilités. Oui. C'est de manière explicite ou de manière implicite. Il revient en tout cas au candidat de faire un effort pour identifier cette thèse-là dans le texte. Et il doit maintenant, une fois que l'auteur affirme et précise sa thèse, il doit argumenter, il doit défendre sa thèse à l'aide des idées. On peut en trouver deux ou trois. Ce que en français les gens appellent les centres d'intérêt. Donc, c'est la structuration, c'est les idées. C'est-à-dire que pour montrer sa thèse selon laquelle on définit l'homme que par sa conscience, peut-être que dans les 5, 6, 7 premières lignes, il n'a fait que définir la conscience.
Et dans les lignes qui ont suivi, les dernières lignes, il a montré que ce qui différencie l'homme fondamentalement de l'animal, c'est la conscience. Et c'est d'ailleurs ce qui l'amène à dire qu'on ne peut définir l'homme que par sa conscience. Donc, le candidat est invité à identifier les différentes idées, 2 ou 3, que l'auteur a trouvé, a développé pour soutenir sa thèse. Ce travail-là, il le fait au brouillon. Et pendant qu'il est en train, il doit certainement aussi avoir quelques idées déjà en train de mettre de côté pour soutenir l'auteur après dans la critique positive, ou trouver alors des idées pour montrer que ce que l'auteur a dit, comme on l'a dit dans la dissertation tout à l'heure, que ce que l'auteur a dit n'est pas absolu, que cela a des limites, ce que nous appelons les éléments de critique négative. Et quand il a fait ce travail au brouillon, il va à la rédaction proprement dite, introduction qui obéit aussi à des étapes. On aura tout à l'heure certainement un cas pratique encore avec un autre test. L'introduction obéit aussi, comme en dissertation, à des étapes. C'est 3. Fondamentalement, il doit situer ou présenter son test. Il y a des manières pour le faire. On verra dans les détails après. Oui. Deuxième étape de son travail, c'est de pouvoir problématiser son test. Voyez-vous, et les éléments qui l'aident à faire cette problématisation, c'est les 3 premiers éléments de sa grille de lecture et de critique, à savoir le thème, le problème et la thèse. Avec ces 3 éléments, il peut bien problématiser son sujet et pourquoi pas aussi avec la structure du test. Et la 3e étape, c'est la structuration du test, suivie sans doute d'une ou 2 questions pour orienter déjà un peu sa critique. Parce que le code de voix, là aussi, c'est en 2 parties. La première partie, c'est la partie explicative, où le candidat est invité à expliquer le test suivant sa structure, suivant les idées qu'il a identifiées dans le test. Donc, si vous voulez même, suivant sa thèse et les structures. Les idées de la structure, ce n'est pas des idées inventées. C'est la différence entre le commentaire et la dissertation, ça. Pendant qu'en dissertation, il revient au candidat de trouver les idées et arguments pour soutenir la thèse. Ici, l'auteur a déjà développé lui-même les idées pour soutenir sa thèse. Ce qu'on attend de l'apprenant, c'est de rendre compte de ces idées-là, c'est de les expliquer, c'est d'en ressortir les implications dans l'explication de son test. Et la 2e étape, c'est la critique qui a 2 niveaux, critique positive qui consiste pour le candidat à soutenir l'auteur, à faire appel à des idées similaires, à faire appel à des auteurs qui sont allés dans le même sens que l'auteur du test par rapport au problème posé. Et le 2e niveau de la critique, c'est ce que nous appelons la critique négative, où il doit montrer que tout ce que l'auteur a dit là n'est pas absolu, parce qu'en philosophie, rien n'est absolu. Voilà. Cela a des limites. Et le candidat doit montrer les limites de la thèse de l'auteur. Et c'est là son degré de culture. C'est là où il montre au correcteur qu'il n'est pas un candidat qui est venu au bac en promenade. Il est un candidat cultivé. En tout cas, il a le minimum de culture reconnu à son niveau. Et enfin, la conclusion dont nous connaissons les étapes qui sont les mêmes par rapport à la conclusion faite en dissertation. Je finis en disant, l'introduction, c'est 3 points. Le code de voix, comme dans la dissertation, le code de voix, c'est 12 points, 6 points par partie. La conclusion, 3 points. Et ce que nous appelons critères de perfectionnement, c'est-à-dire l'originalité, la propriété, le niveau de langue, noté sur 2 points. Et sur les 20, le candidat peut arracher 18, pourquoi pas les 20 sur 20. Facilement. Très bien. Monsieur Massimo Poulet, l'exercice du commentaire de texte, quelles autres explications avez-vous à donner à ces candidats-là? Oui, mais pour le commentaire, je crois que, contrairement peut-être à la dissertation, le commentaire me paraît être l'exercice le plus facile. Sérieusement? Le plus facile, contrairement... Parce qu'il faut lire un texte et le comprendre. Hein. Bien sûr, contrairement aux idées reçues... Les penseurs philosophiques ne sont pas toujours accessibles. Mais ça dépend. Mais pour l'examen du baccalauréat, comme ce qu'ils font en classe pour lors des évaluations, on ne leur propose pas des tests inexplicables, des tests inaccessibles. Hein. Donc, on leur propose toujours des choses, des tests qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent lire, comprendre. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui sont très difficiles. Donc, dans les propositions, les collègues également essaient d'éviter cela. Mais cela dit, comme il a dit, le commentaire, c'est la dissertation sur texte. Donc, c'est la même démarche méthodologique, à peu près. À la différence que ici, vous avez un matériau qu'on vous a proposé, qui est le test, et dans lequel vous avez tous les éléments qu'il faut, tout au moins, pour relever les éléments de l'analyse.
Alors que dans dissertation, c'est vous-même qui construisez cela. C'est ça la différence. Maintenant, en ce qui concerne la partie critique, en insistant sur la première partie donc, que nous appelons donc la critique positive, où il faut montrer ce qu'on appelle le mérite de l'auteur ou la valeur du texte, pour montrer en quoi il est original du moins, en quoi ce texte nous rappelle une question récurrente en philosophie, abordée par tel ou tel auteur, ou dans tel ou tel sens. Et c'est ça qui montre qu'il a lu quelque chose et qu'il comprend clairement la position qui est prise donc par l'auteur. Un texte est explicite et clair. Il ne pose pas 1000 problèmes, il pose un problème. En le lisant, vous allez remarquer cela. En le lisant, vous allez remarquer la thèse, là où l'auteur soutient sa position la plus forte dans le texte. Et en relevant cela, ça vous permettra donc de construire votre grille de lecture et votre plan autour de cela. Donc, ce que nous leur demandons, c'est de respecter la méthodologie et de l'appliquer de manière méthodique, de faire en sorte donc que la grille de lecture soit effectivement une étape préparatoire. Vous ne pouvez pas faire un commentaire, juste en lisant un texte et prenez votre billet qu'on ne sait pas écrire. Il faut faire sur brouillon, préparer les éléments essentiels pour la problématisation, les éléments pour l'analyse et les éléments de discussion. Quand cela est bien fait, vous conduisez votre démarche de manière logique, forcément une transition entre la partie donc, analytique et la partie donc, critique est nécessaire également pour mettre en relief l'élément que vous voulez aborder dans la partie critique. Pour mettre clairement cela dans la transition pour qu'on sente déjà que c'est là. Et cela doit être en rapport avec la question posée dans l'introduction. C'est pour ça que les questions doivent refléter ce que vous faites dans le code du devoir. Ne posez pas des questions en l'air, des questions doivent être cohérentes de manière à ce que, en lisant votre introduction et votre code de devoir, on sente que vous donnez du contenu à ce que vous avez dit là-bas et en fin de compte, vous nous situez sur la réponse définitive à retenir. Donc, l'un dans l'autre, le commentaire ou la dissertation, ce n'est pas des exercices difficiles. Donc, comme il a dit, il ne faut pas se bloquer dans la tête. Aucun exercice n'est difficile. Chaque exercice donc, obéit donc, à des règles, obéit donc à des exigences qu'on a mis du temps à leur apprendre pendant toute l'année. Nous avons la chance ici au Bénin que nous commençons la philosophie en seconde chez nous. Ce n'est pas la même chose en France. En France, c'est en terminale. Ils ne font qu'une année de philosophie. Et ils vont au bac. C'est pourquoi c'est si redouté chez eux également, avec des coefficients très élevés chez eux. Mais chez nous, on fait seconde, on fait première. Donc, ces éléments-là, on les aborde avec eux. En 3 années de pratique. En 3 années. Et en terminale, bien sûr, ils abordent des thématiques qui sont un peu plus larges que ce qu'ils ont vu en seconde et en première. Des thématiques qui sont à même de leur ouvrir donc des horizons sur l'enseignement supérieur, etc., etc. Donc, aucun exercice n'est difficile. Tous les exercices sont les mêmes. Pour moi, les deux exercices sont faciles. L'essentiel, c'est d'y aller avec sérénité, c'est d'y aller avec une bonne attention, une bonne prudence dans ce qu'on choisit et dans ce que l'on fait, et de mettre son temps de manière judicieuse à profit pour pouvoir organiser son travail de manière à ce que, à la fin, vous ne soyez pas surpris. En voulant faire la structure du texte, est-ce qu'on est obligé de trouver 2 parties, 3 parties dans un texte? Et est-ce que aussi ces parties-là qu'on a identifiées, est-ce que ça correspond aussi au nombre de paragraphes que l'on doit avoir, par exemple, dans le corps du devoir de la copie? Bon, la structuration, ce n'est pas par paragraphe. Parce que ça dépend de comment le texte est présenté. Et des fois, les textes sont présentés de manière saccadée. Vous avez des paragraphes et bon, tout de suite, le gars dit, bon, comme il y en a 3, donc il y a 3 idées. Non, ce n'est pas comme ça. Quand le texte est proposé en bloc, ça permet au candidat de lire correctement et de savoir de telle partie à telle partie, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pose comme problème, qu'est-ce qu'il défend comme position. Donc, à chaque fois, il doit se poser cette question-là. Et comme il lit un texte en français, il y a des connecteurs logiques qui l'aident également. Il y a des verbes très forts également qui l'aident à comprendre que, attention, ici, il prend position, ici, il est en train de rejeter une idée, ici, il est en train donc de critiquer, ici, il est en train de réaffirmer sa position. Et le texte est si clair que ça doit pouvoir lui offrir ces éléments-là. Donc, il ne faut pas aller pour dire automatiquement, je dois trouver 2 idées, 3 idées. C'est le texte qui commande cela. Des fois, vous n'avez qu'une idée que l'auteur ne fait que développer tout au long de son texte. Pour finir par dire à la fin, voilà ma position. Parce que peut-être il a pris son temps à analyser donc différentes positions antérieures à la sienne pour rejeter chacune de ces propositions avant de venir à la sienne. Et si on avait un tableau avec un texte précis, on pouvait le dérouler. On peut faire un déroulé pour qu'il puisse voir comment ça se passe. Parce que là, un commentaire, il faut un texte. Il faut un texte pour qu'on puisse leur montrer comment ça se passe. C'est vrai que nous disons de manière globale ce que la méthodologie exige. Et il suffit qu'ils prennent un texte, ils peuvent l'appliquer. D'accord. Et il n'y a rien d'extraordinaire que ce qu'on leur a enseigné
Et ce n'est que sur ça qu'on les évalue. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez des cas pratiques pour nous, docteur Dia, dans ce sens, pour pouvoir aider les candidats. C'est vrai que lire un texte, le comprendre comme ça à la télévision, ce n'est pas évident. Pas évident. Mais est-ce que vous avez une approche pour pouvoir les aider dans ce sens? Oui, une approche, j'avais commencé par en donner. Déjà, bon, il y a mon doyen qui a un test devant lui là. C'est vrai que ça va être difficile maintenant de lire un test et de dire, mais comme je reviens un peu, puisque vous demandez un cas pratique, j'insiste alors sur le cas que j'ai déjà évoqué. Simple. C'est-à-dire que quand on vous donne un test banal, prenons l'une des premières notions que nous abordons en terminale, la conscience, qui apparaît comme une notion simple, parce que la conscience, c'est la connaissance que j'ai de moi-même et du monde extérieur. Donc, et si nous prenons un test, exemple, peut-être de Descartes, hein, et j'ai dit, dans le test a un certain nombre de lignes, et je précise que les idées, ce n'est pas forcément par paragraphe, les lignes, c'est peut-être une quinzaine de lignes, et quand vous lisez le test, vous-même, vous sentez que l'auteur, il parle de quelque chose. Et vous allez voir que ce dont il parle là, c'est la conscience, c'est le développement, c'est la science, c'est peut-être la recherche scientifique. Il parle de l'éducation, donc ça apparaît. Au moins, comme il a dit, on ne donne pas des tests fermés, des tests qui sont quand même ouverts, parce que c'est des candidats, c'est des bacheliers, ils sont encore jeunes. On ne leur fait pas du mal. Non, pas du tout. Donc, alors, si le test parle de la conscience, c'est le thème. Le problème, l'apprenant, s'il lit le test, l'auteur peut ne pas formuler clairement le problème, et c'est pour cela que nous leur disons, si vous n'arrivez pas à trouver le problème, laissez-le d'abord, en sachant que c'est le deuxième élément. Allez au troisième élément, qui est la thèse. Parce que dans le test, vous avez le thème. Dans le test, vous avez la thèse. On n'a pas forcément le problème. Donc, astuce que nous leur donnons, vous identifiez le thème, vous laissez le problème d'abord, et vous trouvez la thèse qui est dans le test. Vous lisez le texte, vous allez voir la position de l'auteur. La thèse n'est rien d'autre que la position de l'auteur. Et j'ai dit tantôt que l'auteur peut, quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'il parle de la conscience, thème. Sa position, c'est que l'homme n'est défini que par sa conscience. C'est ça, il va dire tout au long, mais pas la même phrase. Tout ce qu'il va dire, les différents mots, les connecteurs, les mots forts, les verbes forts, allez voir que tout ça, ça converge vers cette idée-là selon laquelle l'homme n'est défini que par sa conscience. Il y a des thèses où l'auteur formule clairement sa thèse. Ça peut être au début ou quelque part. Mais il y a des tests où on n'a pas forcément ça, il revient à l'apprenant de formuler. Et j'espère bien que le doyen Okun ne va pas me contredire. Moi, j'aime bien que l'apprenant formule par lui-même, au regard de la compréhension qu'il a, qu'il formule par lui-même la thèse, bien évidemment avec des mots du test. Mais il y en a qui veulent forcément trouver une ligne, une phrase du test, et ils ne trouvent pas toujours la bonne phrase. Et c'est comme une aliénation mentale. Et vous, on s'enferme, on veut forcément trouver ça. On n'est pas esclave d'un test. Donc, je comprends le test, je peux par moi-même, à partir des mots du test, formuler l'idée claire, la position de l'auteur. Et pas forcément en recopiant une ligne de lui. Donc, je formule la thèse qui est la position de l'auteur. Et je passe, et à partir de là, si la thèse est ici, et l'homme n'est défini que par sa conscience, c'est à moi de savoir quelle question on peut poser pour que la thèse en soit la réponse. L'homme n'est défini que par sa conscience, alors la question vient simplement. Quel est le rôle de la conscience par rapport à l'homme, évidemment? Par quoi définit-on l'homme? D'accord? Tout simplement. Et par quoi définit-on l'homme? Quel est le rôle de la conscience? Toutes ces questions-là se valent. Et la thèse est claire. On définit l'homme par sa conscience. Donc, il y a un lien entre le problème et la thèse. La thèse n'est rien d'autre que la réponse du problème. Le problème n'est pas imaginé. La thèse est dans le test. Elle est formulée par rapport, où il est formulé ce problème-là par rapport à la thèse. Et une fois que l'auteur a défendu à sa position, l'homme n'est défini que par sa conscience, tout ce qu'il va développer comme idée va converger vers cette idée, vers cette position qui est que l'homme est défini par sa conscience. Et dans le test, on peut avoir deux idées, on peut avoir même une seule, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois. Là encore, j'insiste là-dessus, il n'y a pas d'esclavage mental ou intellectuel. Donc, on ne s'enferme pas pour dire c'est forcément deux idées ou trois. Lorsqu'on a plusieurs idées dans le texte et qu'on veut faire la critique dans le développement, on procède comment? On montre l'insuffisance des idées l'une après l'autre, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément. On peut ne pas trouver d'insuffisance à l'une des idées, c'est peut-être la deuxième, pas forcément. L'essentiel est que ce que l'on écrit soit bien cohérent. Mais si on peut aussi
trouver les insuffisances au regard des idées l'une après l'autre, c'est encore bon, c'est bien logique. C'est-à-dire que dès que j'ai première idée, l'auteur a défini la conscience. Deuxième idée, il a montré que c'est la conscience qui met l'homme, qui fait de l'homme l'être supérieur aux autres animaux, et c'est ça qui fait toute sa dignité. Deuxième idée, alors, lorsque j'ai identifié ces différentes idées-là, et que je me retrouve au niveau de mon introduction, que je le dis, on a déjà identifié les étapes d'une introduction, oui. Ensuite, dans le code de devoir, j'explique dans la première partie, qui est la partie explicative, j'explique les deux idées. C'est-à-dire, la définition que l'auteur donne de la conscience, je rappelle ça, et je clarifie ça. J'en ressors ici les implications. Et la deuxième idée qui est que c'est la conscience qui fait la dignité de l'homme et l'élève au-dessus des animaux. J'explique, je précise d'abord l'idée, je l'explique, je la clarifie, j'en ressors les implications. Et pendant que j'y suis, je peux appuyer mon explication par quelques portions ou petits passages du texte. Pour donc appuyer mon explication. L'essentiel, c'est de ne pas recopier aussi le texte. Pas du tout, exactement, c'est important. Et c'est la phase qui suit, c'est la critique, nous l'avons dit tout à l'heure. Alors ici, pour finir, voyez-vous, quand l'auteur dit l'homme n'est défini que par sa conscience, l'un des éléments, et les élèves qui ont fait l'année scolaire normale, ils savent bien que quand on a étudié ces notions avec eux en classe, on a montré les limites de la conscience. On a montré avec Freud que l'homme n'est pas conscient de tout. Il n'y a que sa conscience a des limites. Et Freud nous a permis de le savoir avec son mot, ce qui lui est cher, l'inconscient, qui est défini comme le non-conscient, comme l'ensemble des faits psychiques qui échappent à la conscience. Donc, l'apprenant s'inspire de son cours pour montrer un peu les limites du test. Alors, que ce soit les sujets de dissertation ou encore le commentaire de texte, ce sont des sujets au choix. C'est au choix. C'est au choix. Est-ce que c'est bon qu'un candidat aille à l'examen avec un préjugé? Moi, je n'y vais que pour faire la dissertation ce matin. Mais c'est un gros risque. C'est un gros risque parce que ce jour-là, vous pouvez ne pas être inspiré par les sujets proposés. Lorsque vous vous enfermez dans un exercice et puis vous êtes calé là, ça peut être la grosse déception de votre vie. Je crois qu'il faut y aller avec, il faut être détendu. Il faut être détendu en se disant... Se mettre à l'aise. Se mettre à l'aise en se disant que le plus important pour moi, c'est de maîtriser la démarche méthodologique des deux exercices. Quel que soit ce qu'on va m'amener. Et que ce qui est certain, ce qu'on va me proposer ne porteront que sur des éléments du programme, des notions du programme que nous avons étudié pendant toute l'année. Donc, ce qui est certain, on ne sortira pas de ce cadre-là. Et comme c'est trois sujets au choix, je trouverai ce qui m'arrangera dans ces trois sujets-là. Sur le commentaire, je crois que ce qu'il ne faut pas faire, comme il a dit en filigrane tout à l'heure, il ne faut pas recopier le texte, vous l'avez si bien dit. Il ne faut pas aussi paraphraser pour paraphraser en disant qu'on est... Parce que certains, il suffit de prendre des portions de texte, de le retourner sur là et de dire, bon voilà, ils sont en train d'analyser le texte, ils sont en train d'expliquer. Non. Prenez donc les deux idées ou les trois idées que vous avez, forces que vous avez identifiées et expliquez en quoi cela consiste. Et en fin de compte, maintenant, voyez maintenant au niveau de la critique, qu'est-ce que vous pouvez opposer à cela. Il est aussi évident qu'à des moments donnés, ils sont bloqués parce qu'au niveau de la critique positive, ils ne savent pas toujours quoi dire. Et certains glissent vers ce qu'ils font en français en montrant, voilà, c'est un test argumentatif, c'est un test bien écrit, bien joli. Non, non, ces éléments-là ne sont pas fonctionnels ici en philosophie parce que ici, ce sont des idées qu'on apprécie. On n'apprécie pas le style de rédaction de l'auteur, etc. C'est pas cela ici. Donc, il ne faut pas qu'ils confondent les exigences qu'ils ont dans telle ou telle matière et qu'ils amènent en philosophie ce qu'on ne leur demande pas de faire. Deuxième chose, je crois également, il faut qu'on insiste sur les demandes de motivation. Il faut qu'ils se disent que l'examen, ce n'est pas un concours, ça fait un, et que de deux, ce n'est pas différent de ce qu'ils font chaque fois lors des évaluations, lors des devoirs qu'ils font en classe ou des examens blancs. C'est la même chose. À la différence que peut-être ils vont rencontrer de nouveaux visages dont ils ne sont pas habitués, etc., etc. Et que là, maintenant, on leur demande d'être un peu plus sérieux, plus calme pour travailler dans des conditions où il y a une surveillance, où il y a des gens qui sont là pour ça. Et que lorsqu'ils maîtrisent cet environnement-là, le reste, ils n'ont qu'à rester du temps jusqu'à la fin. Que ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir être donc sûr de donner ce qu'on leur a appris en classe. Très bien. Donc, en philosophie, il ne faut pas partir avec des préjugés. Il ne faut pas s'enfermer dans des préjugés, ce n'est pas bon. D'une série littéraire à une série aussi scientifique qu'elle soit, est-ce que c'est les mêmes démarches qu'il faut adopter? Est-ce qu'on peut dire, bon, moi, je suis une série scientifique que je dois négliger peut-être? Est-ce que c'est la même chose? Il faut prendre tout au sérieux comme ça? Tout à fait, tout au sérieux. Les démarches sont les mêmes. La seule différence, qui change. C'est le
le coefficient qui change. Et coefficients puis, changent. comme en série C et D, ils ont 2 heures de temps de composition. On les oriente légèrement au niveau du commentaire. Eux, ils ont 2 sujets au lieu de 3. Dans les autres séries A et B, c'est 3 sujets, à savoir 2 sujets de dissertation et un test à commenter. Et c'est au choix. On ne fait pas un sujet de dissertation et un test. Non, on choisit parmi les 3. Bien, parce que l'année dernière, on a vu des candidats qui ont commis cette erreur-là en choisissant un sujet de dissertation et le test à l'appui. Donc, c'est une anomalie. Hein, ça a failli leur coûter 0. Bon, on n'ira pas dans les détails de, de ce secret professionnel. Alors, donc, quand on est en CD, ils ont un sujet de dissertation et un test à commenter. Et comme ils ont 2 heures, le test est accompagné de consignes. Une légère consigne, 3 ou 4. La première, c'est pour faire l'introduction. La deuxième identifie dans le test ce qui apparaît comme la thèse de l'auteur, autour de laquelle on leur demande de construire leur explication. Et la troisième question les oriente sur la critique. Quand ils finissent leur explication dans la première partie, il faut bien opérer une critique, sinon on n'est pas en philosophie. Et la quatrième consigne, c'est pour la conclusion. Très bien. Alors, je vais me faire l'avocat des élèves ce matin. Oui. Pourquoi a-t-on l'impression que les professeurs de philosophie sont insatiables, notamment sur les copies? Ils n'apprécient pas peut-être toujours les efforts des élèves. Ils ont cette impression-là que les enseignants de philosophie ne donnent pas suffisamment les points. C'est vrai? Non, j'avais dit au début que ce n'est pas vrai, que c'est 20 sur 20. C'est sur 20 points, le barème est très clair, il suffit de les prendre. Il suffit de les prendre parce que c'est bien structuré, il suffit de les prendre. Et non, il ne faut pas partir avec ces idées-là. Il est évident que nous exigeons, les exigences méthodologiques s'imposent également aux correcteurs. Ça s'impose également à l'examinateur qui est obligé d'apprécier la copie en fonction de cela. Et non pas en fonction des préjugés qu'il a sur telle copie ou bien ceci. Et il corrige dans l'anonymat. Donc, il n'a aucune tête en face de lui pour se dire, bon voilà, il y a ci, il y a cela. Donc, s'il apprécie au regard de ce qui est demandé, et puis c'est le minimum qu'on demande. Le minimum qu'on demande, c'est de faire en sorte qu'on ait quelques idées essentielles qu'on doit pouvoir trouver dans la copie. Si sur cette copie-là, nous avons donc ces idées-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas leur donner les notes qu'il faut. Et puis, pour le perfectionnement, c'est pas si extraordinaire de prendre ces 2 points quand même. Bien sûr. Une copie que vous pouvez vous rendre propre, et avec moins de fautes, tout cela. Donc, il faut travailler à prendre chaque niveau du barème. Il faut prendre l'essentiel des points qui sont proposés à ce niveau-là. D'accord, docteur Edia, rapidement. Oui, sur la même question. Non, en fait, vous voyez, les élèves ont souvent cette impression parce qu'ils pensent que face à un sujet de philosophie, il faut se mettre à recopier le cours. Et quand eux, ils recopient le cours que le professeur a donné en classe, dès qu'ils voient un sujet, par exemple, sur le développement ou sur la politique ou sur l'éthique ou sur la science, ils se mettent à recopier le cours. La philosophie, on n'est pas... Si le professeur a besoin de son cours, il fait référence à sa fiche. Ce n'est pas du tout donc, du cours qu'il s'agit. Il a besoin des idées de l'apprenant. Tout à fait, il a besoin d'une analyse, d'une réflexion. Un sujet pose un problème qu'il faut analyser. Voyez-vous, les supports pour l'analyse, j'ai coutume de dire, le cours est un support, vos lectures constituent pour vous un support, l'environnement immédiat, là, voyez-vous, la vie courante, c'est un support. Vos expériences de la vie constituent pour vous aussi un support de réflexion. Ce n'est pas le cours du professeur qu'il faut se mettre à réciter ici. Et quand vous le faites, mais vous n'analysez pas le sujet, le professeur n'hésitera pas à vous donner 0 ou 1, pas pitié. Donc c'est cela. Et il faut donc toujours lire, parce que c'est le soubassement même de la langue. Et comme Nicolas Boileau le disait, tout ce que l'on conçoit s'annonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Merci infiniment à vous, docteur Thomas Edia, docteur en philosophie. Merci. Et monsieur Maxime Okundé, professeur certifié de philosophie. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette causerie-là. J'espère que vous en savez un peu plus désormais, chers apprenants, sur les contenus, les notions de cette épreuve de philosophie.